Alors, j'ai donné un titre, l'énergie des restes. Mais au fait, la voix, ça va? Pas de micro, ça va aller? Oui, c'est pas. Alors, une citation de Franz Rosenzweig. L'homme dans le judaïsme est toujours en quelque manière un reste, d'une façon ou d'une autre, il est toujours un survivant. Lors de la première visite à la bibliothèque de la Sorbonne, sa salle de lecture, ses réserves, quelques-uns de ses labyrinthes souterrains, on est pris d'un léger vertige. Quel livre distinguer et élire dans la multitude des ouvrages? Quel sujet choisir parmi la foule de possibilités qui se présentent à l'esprit? Tous les bons livres posent des questions, bruissent de questions, de remuements d'encre et de souffle. Livres sans mouvement, mais livres qui s'introduisent avec souplesse dans nos jours, y poussent une plainte, ouvrent des balles, dit René Char. Quelques idées se détachent, usent d'une certaine séduction, mais aucune ne fait long feu. Ce sont des balles sans lendemain. Mais au cours d'une nouvelle visite, un imprévu s'est discrètement produit. Introduite dans la salle de réserve par Marie-Thérèse Petiot, l'une des fées du grand logis des livres, car certaines bibliothécaires ont des noms de fées, je feuilletais un ouvrage de Jean Bonnereau consacré à la Sorbonne, quand une autre fée, Juliette Gestas, qui veille sur cette salle, m'a présenté une acquisition toute récente que venait de faire la bibliothèque, un tapuscrit provenant d'un numéro de la revue d'histoire diplomatique remontant à 1956. Il s'agit d'un mince dossier contenant quelques feuillets dactylographiés et 2 tirages argentiques datant de 1895. Le texte relate le déroulement de l'exhumation des restes de Richelieu à la chapelle de la Sorbonne en juillet 1895, à la demande de Gabriel Hanotaux, historien, auteur d'une imposante Histoire du cardinal de Richelieu, et qui était alors ministre des Affaires étrangères, fonction d'autorité qui lui permit d'user d'un droit de regard posthume et incongru sur la relique du cardinal ministre. À la première lecture, ce document a suscité ma curiosité, mais ni plus ni moins que tout ce que je découvrais dans les salles de la bibliothèque. Puis son intérêt anecdotique s'est peu à peu lesté d'un intérêt plus aigu, et le fortuit de cette lecture s'est révélé décisif. Comme le note Barbara Cassin à propos de l'utilité de l'inutile, c'est sûr, voilà qui est fondamental pour la recherche, on le nomme aujourd'hui sérendipité, du nom des princes voyageurs qui trouvèrent, chemin faisant, ce qu'ils ne cherchaient pas, comme Christophe Colomb l'Amérique ou Fleming la pénicilline. Vive cette surprise, ce kairos, moment opportun, troué dans l'espace et le temps, qui fait fortune, chance, au poids de croisements de lignes de causalité sans rapport les unes avec les autres, et qui produit un événement comme si on l'avait cherché, comme si même on n'avait cherché que cela. C'est un texte bref, qui provient d'un journal de souvenirs rédigé par Auguste François, diplomate français qui a occupé plusieurs postes en Extrême-Orient, d'où il a rapporté des reportages photographiques et cinématographiques d'une grande valeur documentaire, et qui fit preuve de bravoure lors d'un assaut violent de la population chinoise contre le consulat de France au Yunnan en 1900. Ses longs séjours en Chine, où il participa à d'importantes négociations diplomatiques et commerciales, ainsi qu'à des explorations ethnologiques, lui ont valu le nom chinois de Feng Tzu Ya, et lui-même a donné son nom à une espèce de petit singe noir, aux joues ornées de favoris blancs qu'il avait observé dans le sud-ouest de la Chine, les langures de François. En juillet 1895, prenant un congé à Paris au retour d'une mission au Paraguay, il s'est vu confier par son ministre de tutelle une autre mission, soudaine et insolite. Fixer en images les temps forts de l'exhumation du crâne de Richelieu. Aussitôt après avoir énuméré les noms des quelques notabilités conviées à ce funèbre spectacle, dont la princesse de Monaco, Auguste François fait part de son indignation. Cette scène de prétendue authentification est à ses yeux uniquement grotesque et,
précise-t-il, n'a en réalité d'autre but que de procurer à Hanotaux la macabre satisfaction de tenir entre ses mains le crâne de son illustre prédécesseur. Et vraiment, cela n'a rien de shakespearien. Ce constat n'est pas évident. Certes, le ministre Hanotaux n'a pas l'étoffe du prince Hamlet, mais il peut faire penser au paysan fossoyeur qui, au début de l'acte 5 de la pièce, traite avec désinvolture les ossements qu'il déterre pour préparer une nouvelle fosse. Et Auguste François aurait pu reprendre à son compte les questions que se pose le prince outré. Ce rustre-là n'a-t-il donc pas le sentiment de ce qu'il fait? Pourquoi ce crâne malmené ne lui intente-t-il pas une action pour voie de fait? La séance d'exhumation dans la chapelle de la Sorbonne est en effet plus burlesque que tragique. Mais justement, il y a beaucoup de bouffonnerie dans le théâtre de Shakespeare, de la dérision et du spectaculaire. La grandeur y côtoie la bassesse, l'innocence la vilainie, poésie et calembour, raffinement et grossièreté s'entrecroisent. Et surtout, la question du pouvoir est au cœur de ces pièces historiques et de ces tragédies, comme elle fut au cœur de l'existence du très ambitieux, très habile et rusé cardinal de Richelieu. La passion du pouvoir, sa folie, sa jouissance, voilà peut-être ce que Gabriel Hanotaux voulait interroger dans ce face-à-face posthume et pathétique avec celui auquel il avait consacré des décennies d'études et d'écriture. Il portait dans ses mains non plus des écrits du cardinal, mais la tête même qui avait pensé, conçu, dicté ses textes, ses maximes, ses lois, qui avait pris tant de décisions politiques capitales et tranchantes, qui avait instauré l'État moderne en lui conférant l'exclusivité de l'exercice de la violence, tant intérieure qu'extérieure, et sublimé cette violence en gloire. Hanotaux tenait la tête de son grand homme, il contemplait sa face muette. Mais tête désormais détachée du haut col blanc de son ami, chue du sommet du corps magnifié par l'ample cape écarlate dont Philippe de Champaigne a si souvent sculpté les plis, exalté les nuances de rouge, lui donnant la somptuosité d'un rideau de Seine entrouvert sur un surplis de dentelle, sur un plissé de pouvoir. Plissé qui parfois se déployait, s'embrasait, prenant une allure de muleta. Quand une fois j'ai pris ma résolution, déclarait Richelieu, je vais droit au but et renverse tout de ma robe rouge. Il a tant été représenté dans la gloire de sa capa magna que son image se confond avec ce drapé monumental qui engloutit son corps, le dissout dans des remous de pourpre et d'ombre, couleur de sang, disaient ses ennemis. Le rideau de Seine ne s'en trouve peut-être, d'ailleurs, que sur du vide, flottant sur un fantôme, une abstraction, comme le souligne Christian Jouot dans un des essais qu'il a consacrés à Richelieu. Ce qui compte, dit-il, c'est l'énorme abstraction nommée Richelieu, le pouvoir de Richelieu, ou plutôt le pouvoir Richelieu. Visage chu et déchu, réduit à un masque de cuir bruni, aux yeux caves et à la moustache floconnée de coton. Petite figure de félin momifié, comme si les nombreux chats que Richelieu a tant aimés choyaient, dissimulant parfois des chatons dans ses manches, pour apaiser ses accès de colère ou de mélancolie, et se distraire des terribles maux qu'il affectait, s'était glissé dans sa peau, comme si l'amour pour ces chats lui était monté posthumément au visage. Hanotaux, qui connaissait certainement les noms des chats les plus familiers de Richelieu, la longue liste en est passée à la postérité, s'est peut-être demandé auquel Richelieu ressemblait le plus. À Félimard, à Serpollet ou à Gazette, à Ludovic le Cruel ou à Lucifer, ou bien à l'Angora blanche que l'on disait sa préférée, nommée délicieusement Soumise. Il semble que jusque dans ses élans de tendresse, Richelieu ait gardé un goût sarcastique du pouvoir et de la domination. Mais le soumis à présent, c'était lui. Soumis aux caprices d'un homme, profitant de son autorité ministérielle pour assouvir une curiosité déplacée, comme auparavant déjà,
il avait été soumis à d'autres curiosités, scientifiques de la part des chirurgiens de la cour, puis vengeresse de la part des sans-culottes qui avaient carrément décapité le cadavre et jeté le corps dans quelque fosse commune ou dans la Seine. Le crâne, lui, était amputé de son occiput, qui avait été scié lors de l'embaumement de la dépouille en décembre 1642, pour en extraire le cerveau, dans l'espoir d'y déceler des particularités susceptibles d'expliquer son génie, ainsi qu'on le fit pour d'autres grands esprits, tels Descartes, dont le crâne connut de nombreuses tribulations, ou Einstein, dont le cerveau fut pesé, minutieusement mesuré, puis finement découpé en multiples lamelles, ou encore Lénine, pareillement décérébré et disséqué. Le génie représente une énigme teintée d'insolence, d'injustice même, un défi pour ceux qui aimeraient en avoir et qui s'évertuent à en percer le secret en fouillant, scrutant, taillant le viscère cérébral des individus considérés avoir été dotés d'une intelligence hors norme, comme si le génie résidait dans la seule matière et ne s'expliquait que par elle. Un matérialisme non dénué de naïveté et de crédulité qui finit par rejoindre par d'autres chemins la pensée magique qui préside au culte des reliques des saints et des martyrs, censés, elles, accomplir des miracles. Comme l'écrit Georges Didier Huberman dans un essai intitulé précisément « Être crâne », le crâne est une boîte de Pandore. L'ouvrir véritablement revient à laisser échapper tous les beaux mots MAUX, toutes les inquiétudes d'une pensée qui se retourne sur son propre destin, ses propres replis, son propre lieu. Ouvrir cette boîte, c'est prendre le risque d'y plonger, d'y perdre la tête, d'en être comme de l'intérieur dévoré. Comme si les réseaux méningés d'une pensée défunte continuaient d'appeler une réponse en convoquant nos regards, nos paroles, nos pensées. Le crâne troué de Richelieu, encore recouvert d'un masque de parchemin, convoqua certainement les regards des spectateurs le jour de l'exhumation dans la chapelle de la Sorbonne, entre embarras et fascination. Mais on ignore quelle parole suscita cette monstration, quelle pensée plus obscure elle remua dans l'esprit des regardeurs, particulièrement chez Anoto. Je me dépêche. Merci de vous diriger maintenant vers la banque de communication. Les mises de côté ne seront plus enregistrées un quart d'heure avant la fermeture. On se croirait dans le TGV. Quel rapport entretenait-il au fond avec ce fantôme familier? Quelle connivence secrète ou quelle répulsion fascinée, se demande Christian Jouot. Un rapport passionnel, ambigu, fait d'admiration et de gratitude, peut-on supposer? Anoto devait à son glorieux sujet d'étude la réussite de sa carrière d'historien et de diplomate, ainsi que bientôt son entrée à l'Académie française. Aussi bien que d'écœurements inavoués peut-être. Une relation intellectuelle autant que fétichiste. Non content d'avoir fait extirper le crâne de Richelieu de son tombeau pour l'observer, le toucher, le soupeser, Anoto a conservé ensuite, dans une boîte à cigares, 3 reliques de son grand homme. Un masque mortuaire en plâtre, quelques poils roux prélevés dans la moustache, et un fragment de doigt qui, dit-on, s'achevait par un ongle assez long. Ce petit doigt avait été tranché par un sans-culotte désireux de s'emparer de la bague qui l'ornait, puis il avait connu les vicissitudes communes à la plupart des reliques, jusqu'à finir en possession clandestine de Gabriel Anoto. Ce dernier s'en servait-il comme d'un talisman, à l'instar des mains de gloire qu'autrefois fabriquaient des voleurs, avec des mains coupées sur des cadavres, si possible de criminels pendus, supposés porter bonheur et spécialement permettre d'ouvrir sans coup férir toutes les portes et les serrures. Espérait-il, en lisant les écrits de Richelieu, du bout d'un doigt de ce même Richelieu, avoir accès à des secrets cachés entre les lignes, à des révélations insoupçonnées? Ou bien, de ce petit morceau de doigt de gloire affublé d'un ongle pointu, Anoto usait-il ainsi que d'un yad, cet instrument à fonction liturgique,
réservé à la lecture de la Torah, qui permet de suivre les lignes du texte sacré sans le souiller ni surtout être contaminé par le contact des mots non encore animés par l'interprétation que doit en donner le lecteur. Car un livre que personne n'ouvre et ne lit reste lettre morte. Un texte que personne ne médite, ne questionne, reste muet. Un livre non soumis à interprétation et à commentaire est frappé de stérilité. Le livre donne existence au lecteur et le lecteur au livre, constate Edmond Jabès, qui ajoute « Le texte s'ouvre au texte par la question qu'il se pose et qu'il nous pose ». Le souvenir de cet épisode raconté par Auguste François retient également l'attention par un autre aspect, plus problématique encore et dérangeant que le premier, et qui n'a pour le coup rien de shakespearien, si ce n'est qu'il y a souvent chez Shakespeare des histoires dans l'histoire, des imbrications d'intrigues. Et rien surtout de la haute hospitalité des écrits d'Edmond Jabès, ouvert au vent de toutes les voix, tous les murmures et tous les songes. Auguste François ne pose pas de questions. Il observe la scène avec froideur et manifeste en crescendo son déplaisir et son mépris, mais pas seulement à l'égard d'un auto. Après une rapide présentation de l'assistance, il glisse quelques lignes insidieuses au sujet de la princesse de Monaco en précisant qu'elle s'était fait accompagner de son père, le vieux juif Hein, et aussi d'un élégant jeune hébreu Meyer, secrétaire du prince son époux, son second époux. Elle était veuve du dernier duc de Richelieu. Ce rappel est suivi de points de suspension que l'on devine lourds de sous-entendus. Puis il égratigne par deux fois la princesse née Hein, qu'il décrit comme une mondaine trop attifée et bijoutée, et qui pousse des cris de paonne et effrayés quand elle voit le diplomate saisir son appareil photographique, car elle ne veut pas être photographiée auprès d'un cadavre, cela lui porterait malheur. Évidemment, il n'en tient aucun compte, au contraire, et continue à faire éclater le magnésium. Son dédain et sa rage antisémite culminent à la fin de la séance, après le réenfouissement du crâne dans de la ouate, au fond d'un triple coffret, et qu'il relate en ces termes. Une nouvelle injure avait été réservée au cardinal. Lorsque les 3 couvercles replacés, il avait fallu recéler le dernier, on vit le jeune Meyer couler la cire dans les joints et le père Hein, tirant de son gousset l'authentique cachet de Richelieu, apporté par la princesse de Monaco, y apposer l'empreinte de ses armes. Ce réensevelissement du prince de l'Église, pilier du royaume de France, par ces 2 juifs et cette juive, princesse d'opérette, fut ce qu'on put imaginer de plus choquant et de plus bouffon. Auguste François a écrit ces lignes saturées de morgue et d'aversion en juillet 1895. 3 mois plus tôt, le capitaine Dreyfus, bafoué, dégradé, condamné à la déportation à vie, venait d'être transféré à l'île du Diable où il allait passer 4 années effectivement en enfer. Ce bannissement à perpétuité devait sembler encore trop clément à l'admirateur d'un prince de l'Église qui, lui, voulait expurger le royaume de France de tous ses protestants, et un Otto lui-même, François désirant certainement épurer la République française de tous ses juifs. Toujours ce rejet du singulier, de toute trace d'altérité, de cette conception et cette conception de la grandeur, confondue avec la pureté et l'intransigeance. Le refus du partage. Auguste François n'appréciait la différence que radicale, évidente, en Chine, en dehors de son pays. Une différence exotique, mais surtout pas mêlée à l'indigène, jusqu'à sournoisement s'en indifférencier. Dans le livre de l'hospitalité, Edmond Jabès imagine ce dialogue entre 2 personnes, dont l'une reste campée dans son hostilité face à son interlocuteur juif. « Que viens-tu faire dans mon pays ? De tous les pays, le tien m'est le plus cher. Ton attachement à ma patrie ne justifie pas ta permanente présence parmi nous. Mais que me reproches-tu ? Étranger, tu seras toujours pour moi un étranger, ta place est chez toi et non ici. Ton pays est celui de ma langue.
Derrière la langue, il y a un peuple, une nation. Quelle est ta nationalité? Et l'autre lui répond que son pays est la langue qu'il a choisie, la culture qui la nourrit, et qu'il n'a d'autre lieu que le livre, les mots. La langue, en effet, est notre espace. Les livres sont autant de territoires à traverser, à découvrir. Tandis donc que Gabriel Hanotaux exhibait le reste, pathétique dans son dénuement, d'un homme qui incarna une certaine idée de la puissance, de la grandeur, son subordonné Auguste François s'indignait doublement de la vanité et de l'irrespect d'Hanotaux, mais plus encore du fait que l'honneur d'apposer le sceau de la famille Richelieu sur le coffret reliquaire ait été confié à des personnes juives. Comme si Alfred Dreyfus, Monsieur Heine, sa fille et le jeune Meyer n'avaient pas, à l'égal d'un chrétien, des yeux, des mains, des organes, des proportions, des sens, des émotions, des passions, comme s'ils n'étaient pas nourris de la même nourriture, blessés des mêmes armes, sujets à même maladie, guéris par même moyens, réchauffés et refroidis par même été, même hiver, ainsi que le demande Shylock dans son monologue aussi amer que douloureux. Cette commune humanité, Auguste François alias Fang Tzu-Ya, qui malgré son ouverture à d'autres civilisations restait farouchement ancré dans la mentalité de son milieu et de son temps, dont l'air était saturé d'antisémitisme, ne pouvait pas l'envisager et encore moins l'admettre. Et le choquant et le bouffon qu'il dénonce dans ses souvenirs se retournent contre lui autant que contre Hanotaux, lequel, le lendemain de l'exhumation, se montra un peu gêné en reconnaissant avoir commis une petite profanation qu'il valait mieux tenir secrète. L'emploi de l'adjectif « petite » scandalisa Auguste François, avec raison, c'était un oxymore douteux. Mais en fait, tout était contestable. La séance, aussi bien que le ton persifleur de son compte-rendu, et ce qui s'avère petit, c'est le double pastiche shakespearien, mais qui n'en est pas moins instructif. Le crâne de Richelieu, à un moment extrait de son reliquaire, fonctionna donc bien comme une boîte de Pandore qui laissa échapper du cerveau de ses regardeurs un salmigondi de pensées troubles, certaines carrément saumâtres. Mais toute boîte de Pandore est à fond multiple, Pandora ayant été dotée de tous les dons. Aussi la relique faciale et crânienne de Richelieu, réenfouie dans son tombeau, recèle-t-elle certainement bien d'autres possibilités de regard, de parole et de pensée, et il en va de même avec les livres, qui sont à leur façon des boîtes de Pandore pleines de reliquats de la pensée de celles et ceux qui les ont écrits, à la fois des excédents et des vestiges de leur imagination, des traces et des fragments de leurs songes, des lueurs de leurs désirs, des ombres de leurs tourments, des fulgurances de leurs éblouissements et parfois de visqueuses coulures de leur fureur et de leur haine. Les livres sont, comme les humains qui les écrivent et qui les lisent, les restes de quelque chose qui nous consume, un quelque chose on ne sait quoi, qui toujours nous appelle, qui sans fin nous questionne et toujours nous dépasse.